Bienvenue à l'événement Rendez-vous CMTL, la place des femmes en politique municipale. Une présentation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMACH. On va parfois utiliser des acronymes. Donc, cet événement s'inscrit dans le cadre de la série d'événements Les Rendez-vous de CMTL et dans la campagne Je me présente du MAMACH, qui se déroule aussi dans le cadre de la semaine de la Journée internationale des femmes, qui était le 8 mars. Donc, les rendez-vous CMTL sont une série d'événements qui sont offerts quelques fois par année. Pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas les activités de Concertation Montréal, j'espère que la petite vidéo qu'on vous a présentée en introduction vous a plu et vous a permis de mieux vous familiariser avec nous. Je m'appelle Catherine Travers, je suis agente de développement vie démocratique à Concertation Montréal. Donc, j'ai animé la session aussi avec vous aussi cet après-midi. Donc, je tiens d'abord à souligner que nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka Mohawk de son hospitalité en territoire non cédé. Donc, comme vous voyez, nous sommes sur un Zoom en format webinaire. Donc, c'est normal que vous ne voyez pas les photos de toutes les autres personnes qui sont ici avec nous autour de notre table virtuelle. On vous invite par contre à vous présenter tout de même en utilisant la fonction chat que vous voyez en bas de votre écran. Et si au cours des présentations et des témoignages qu'on va écouter aujourd'hui, vous avez des questions, bien dans ce cas-là, on vous invite de les poser dans la petite boîte de questions et réponses que vous allez également trouver en bas de votre écran. Donc, c'est ça. J'en profite aussi pour vous dire que notre session aujourd'hui sera enregistrée et nous allons le partager par la suite sur la chaîne YouTube de Concertation Montréal. Bon, parfait. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui commencent à se présenter. Merci beaucoup. Donc, en termes de déroulement pour notre session aujourd'hui, en fait, c'est un événement en deux parties. Donc, premièrement, Mme Chantal Rouleau, qui est ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, partagera son parcours en politique. Et le tout sera suivi d'une période de questions. Donc, on est certain que ça va vous donner l'envie de vous lancer en politique. Donc, ensuite, après, on va prendre une petite brève pause de 2 petites minutes. On va avoir une présentation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur l'organisation municipale et le rôle des personnes élues à ce palier, le processus de mise en candidature et l'engagement en politique municipale. Donc, si on vous donne envie, par le témoignage de Mme Rouleau, de vous lancer en politique, on va aussi vous donner les réponses à comment le faire au travers de cette deuxième partie de la présentation. Et comme j'ai déjà mentionné, on a 2 périodes de questions qui sont prévues, donc n'hésitez pas à partager vos questions en tout temps dans le chat ou de préférence dans la petite boîte questions-réponses. Donc, sans plus tarder, on va maintenant passer à M. Richard Deschamps, qui est président de Concertation Montréal, qui va nous faire le mot de bienvenue. Alors, bonjour, Madame la ministre. Bonjour à toutes. Bonjour à notre directrice générale, ainsi qu'à toutes les personnes qui se joignent à nous. Alors, bienvenue à ce rendez-vous de Concertation Montréal qui porte principalement aujourd'hui sur la place des femmes en politique municipale. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir au nom de Concertation Montréal à cet événement. Cet événement s'inscrit en marge de la Journée internationale des femmes que nous avons célébrée ensemble lundi, le 8 mars dernier. Il s'inscrit également dans le cadre de la campagne « Je me présente » du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et enfin, il s'inscrit dans le cadre de notre série que nous avons développée au sein de Concertation Montréal, qui s'appelle « Rendez-vous de Concertation Montréal », pour donner l'occasion aux membres et partenaires de l'organisation d'assister à des conférences sur des sujets diversifiés qui touchent l'agglomération montréalaise. À titre de président de Concertation Montréal et surtout à titre d'allié dans votre volonté et dans notre volonté que nous partageons de rendre notre communauté le plus paritaire possible, je suis heureux de vous dire que Concertation Montréal est vraiment en accord avec les valeurs que nous partageons avec vous aujourd'hui. Nous avons, par exemple, un conseil d'administration qui est composé de 8 femmes et de 7 hommes. Nous avons également une directrice générale, Mme Dumas, qui est avec nous à Concertation Montréal depuis la fondation de l'organisme. Nous avons également une très belle équipe de travail composée d'hommes et de femmes, mais majoritairement féminines,
qui sont mobilisés, qui sont orientés pour réaliser différents programmes que nous avons, tels que les différentes cohortes du réseau des jeunes femmes leaders, le mouvement montréalais Les filles et le code pour inciter les jeunes femmes et les jeunes filles à s'intéresser aux sciences et aux technologies et à s'inscrire dans des facultés qui sont cohérentes, l'ingénierie, les sciences, etc. Et le projet MTL, entre autres, pour faire en sorte que les femmes prennent leur place à différents niveaux dans la société, tant au niveau communautaire, social, économique que politique. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous nous intéresserons à la participation des femmes à la vie politique municipale. Pour ce faire, nous recevons Mme Chantal Rouleau, que j'ai eu l'opportunité, la possibilité de côtoyer à l'époque où elle était elle-même conseillère de ville et mairesse d'arrondissement, soit celui de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Alors, elle est maintenant, comme vous le savez toutes et tous, ministre déléguée au transport et à la métropole. Alors, c'est une très belle opportunité que de l'entendre et c'est un privilège que de l'accueillir pour l'événement d'aujourd'hui. J'en profite pour vous remercier, Madame la ministre, d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci beaucoup, Chantal. Merci pour votre présence à tous et à toutes à cet événement. Et je vous souhaite un très bel après-midi. Malheureusement, je ne peux être parmi vous. C'est pour ça que nous avons enregistré précédemment. Je dois, au niveau de mon devoir du conseil municipal, aller présider une commission pour laquelle il y avait déjà un engagement. Mais je vous souhaite un très bel événement. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup, M. Deschamps. Donc, j'ai maintenant le grand honneur de présenter Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Chantal Rouleau est, depuis 2018, députée de Pointe-aux-Trembles, ainsi qu'un membre du Conseil des ministres. Auparavant, Mme Rouleau avait été mairesse d'arrondissement pendant plus de 8 ans. À titre de mairesse, elle a fait de la mise en valeur des berges du Saint-Laurent l'une de ses grandes priorités. Avant de se lancer en politique, elle avait œuvré dans le domaine industriel et communautaire de la récupération et du recyclage au Québec et en France. Elle a aussi participé de 2002 à 2008 à l'assainissement et au nettoyage du fleuve dans l'est de l'île de Montréal, en réalisant l'un des plus gros projets de dépollution de l'histoire du Canada. Bienvenue, Mme Rouleau. Bonjour. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Donc, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'être ici avec nous aujourd'hui. Je sais que j'ai beaucoup de questions pour vous. Je suis certaine aussi que ceux et celles qui nous écoutent en ont aussi. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir comment vous êtes venu l'intérêt pour la politique municipale. Est-ce qu'il y avait un événement ou une cause qui vous a particulièrement inspiré? Vous avez mentionné que j'ai beaucoup travaillé au niveau de l'environnement, au niveau du fleuve Saint-Laurent. J'avais un projet qui était la plage dans l'Est et évidemment tout ce qui a trait à l'assainissement du fleuve Saint-Laurent. Et je montais des dossiers que je passais aux politiques, sans nommer personne, mais je passais aux politiques. Puis parfois, le dossier, le ballon, disons, tombait par terre. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, si je veux que les projets avancent, mes projets avancent, je suis aussi bien d'aller au cœur de l'action et prendre les décisions. Effectivement, c'est exactement comme ça qu'il faut faire avancer des choses parfois, c'est vraiment de les prendre dans nos mains. Et comment est-ce que vous avez fait pour passer de l'intérêt à la confirmation de votre candidature? En fait, un jour, j'ai eu le grand honneur et plaisir d'avoir deux grandes femmes politiciennes dans ma cuisine qui sont venues me convaincre qu'il fallait que je me lance en politique. C'est Francine Lalonde, qui est malheureusement décédée aujourd'hui, qui était députée au fédéral, et Louise Arel, qui voulait se présenter à la mairie de Montréal. Et Louise Arel, qui a une grande feuille de route en politique, qui est une femme que j'admire beaucoup. Alors, ces deux femmes-là sont venues dans ma cuisine
pour qu'on discute et me dire, ben, Chantal, c'est à toi à prendre le flambeau, là, tu dois maintenant t'impliquer. Et puis, il fallait que je prenne une décision. Est-ce que je vais plus du côté du Québec ou du fédéral ou est-ce que je vais au municipal? Alors, c'est là que le déclenchement s'est fait. C'est très intéressant d'écouter aussi le fait qu'il y avait deux femmes qui sont allées vous encourager à vous lancer en politique. Je pense que c'est souvent le cas, hein, parfois on hésite un peu ou on ne sait pas exactement par où commencer. Donc, le fait d'avoir des personnes qui nous encouragent nous donne justement la confiance pour aller un peu plus loin. Bien, écoutez, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est bien évidemment, avec votre site aussi, on a vu une certaine évolution dans votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre implication en politique municipale et comment est-ce que votre parcours en politique, en fait, a évolué au cours des années? Bien, en fait, à partir du moment où j'ai pris la décision d'aller en politique municipale avec Vision Montréal, là, à cette époque-là, avec Louise Arel, je me suis donc présentée à l'élection générale de 2009, élection que j'ai perdue. Bon, alors ça arrive, on peut perdre, mais on se relève et on continue. Et un événement a fait que la personne qui avait été élue maire s'est désistée. Il y a donc eu une nouvelle élection qui a eu lieu avec d'abord une investiture. Donc, j'ai gagné à l'investiture au sein de Projet Montréal. Pardon, qu'est-ce que je viens de raconter là? De Vision Montréal. J'ai donc gagné l'investiture et ensuite, il y a eu l'élection partielle en juin 2010 que j'ai gagnée. Par la suite, bon, donc, premier réel mandat en juin. Et par la suite, je suis allée avec l'équipe de Nicodère. J'ai gagné là aussi cette élection municipale. Je suis entrée au comité exécutif de la Ville de Montréal comme responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau. Et j'ai été approchée par François Legault pour poursuivre mon cheminement au provincial, au gouvernement du Québec. Je suis devenue députée de Pointe-aux-Trembles et j'ai été nommée au Conseil des ministres de notre actuel gouvernement comme ministre délégué au transport, ministre de la métropole et responsable de la région de Montréal. Vous avez nommé quelques petits éléments qui m'intriguent un peu, en fait. Donc, vous avez dû faire le choix à un moment donné aussi de le niveau de politique que vous voulez faire. Donc, que ce soit au provincial ou au municipal. Et vous avez évolué aussi dans votre choix. Vous avez aussi dû trouver un parti politique auquel vous joindre aussi. Comment est-ce que vous avez pris ces décisions-là comme ça? Et ici, il y a d'autres femmes qui s'intéressent justement à la question de la politique. Comment est-ce que vous pouvez les conseiller justement à prendre ces décisions comme ça? Bien, lorsqu'on prend la décision d'aller en politique, c'est souvent parce qu'on veut faire les choses autrement, on veut avoir une organisation qui répond à nos aspirations, où on va sentir une solidarité avec nos collègues. Alors, c'est ce qui est arrivé au niveau municipal. Et puis, lorsque j'ai pris la décision de passer du niveau municipal au niveau gouvernemental, du gouvernement du Québec, c'est que je voulais aller chercher des outils supplémentaires. J'avais déjà, avec 2 mandats et quelques, là, réalisé des choses importantes au niveau de la municipalité et de l'arrondissement dont j'étais responsable. J'avais une bonne feuille de route en termes de projets qui étaient réalisés, mais là, il fallait aller plus loin. Il fallait parler de transport collectif. Puis c'est au niveau du gouvernement que ça se passe. C'est là que le financement se fait. C'est là que les grandes orientations sont données. Il fallait parler de décontamination. Il fallait parler dans l'Est de Montréal, là, particulièrement. Alors, il y avait des projets qui étaient importants à réaliser que je pouvais travailler si j'avais les outils au niveau du gouvernement du Québec.
Alors, c'est pour ça que je suis allée, c'était pour continuer le travail là, pour l'Est de Montréal beaucoup, parce que c'est un secteur qui a été très oublié au cours des dernières décennies. Alors, je voulais poursuivre ce travail-là avec les outils appropriés. C'est ce qui a justifié mon choix. Merci beaucoup. Donc, vous avez dit que c'est vraiment aussi une volonté de faire autrement. Donc, c'est vraiment une volonté personnelle de mieux vous impliquer et de faire en sorte qu'il y ait du changement. J'aimerais donc savoir un peu comment votre implication en politique municipale a changé votre vie et aussi votre carrière. Bien, c'est sûr que ça change la vie, faire de la politique. C'est évidemment prenant. Si on dit que ce ne l'est pas, c'est faux. C'est prenant, oui. Ça change la vie parce que pour moi, le contact humain, le contact avec les citoyens est très, très, très important. Et la politique permet ça, cette promiscuité. La politique municipale, puis je pense que partout dans tous les secteurs là, de politique aussi, mais au municipal, là, c'est très particulier parce qu'on peut jouer un rôle très important dans la vie quotidienne des gens. On peut prendre des décisions, là, vraiment, c'est action-réaction, avec des outils, avec des moyens, surtout à la mairie. Donc, ça change un quotidien. Et on passe, évidemment, on passe de personnes plus ou moins connues à quelqu'un d'un peu plus connu. Donc, on est reconnu sur la rue ou en faisant l'épicerie. Puis c'est vrai que on peut être en faisant l'épicerie, là, il y a des gens qui s'approchent puis qui posent des questions, puis est-ce que vous pourriez m'aider? Alors, ça arrive, là, ça, ces choses-là. Fait que ça change un quotidien, c'est certain. Mais c'est tellement l'occasion de faire de très belles rencontres, la politique. Autant avec les citoyens que dans toute l'évolution, dans toute la planification des projets qu'on peut réaliser. On rencontre des gens de haut niveau aussi. Là. On est toujours en lien avec le savoir et moi, ça me passionne, ça. Moi aussi, je suis une personne très curieuse, donc le fait de pouvoir accéder à différentes personnes, apprendre sur différents dossiers aussi, je trouve ça vraiment très stimulant, très, très, très impressionnant. Et justement, comme vous dites, l'occasion aussi de rencontrer des nouvelles personnes et tout. Donc, j'imagine que vous avez dû surmonter des défis ou des obstacles particuliers. Est-ce qu'il y en a qui étaient comme liés à votre identité comme femme aussi? Et si oui, comment est-ce que vous les avez surmontés? Bien, évidemment, on parle du plafond de verre, on parle du Boys Club, ça existe. C'est vrai que ça existe. Moi, personnellement, dans ma vie professionnelle et dans mon cheminement politique, je n'ai pas eu de difficultés. J'avance. Puis, peu importe les préjugés qu'il pourrait y avoir parfois, en ce qui me concerne, je m'en balance. Alors, j'avance. Et j'avance et j'ai un projet, j'ai une idée, j'ai une vision que je veux réaliser. Alors, je prends les moyens pour avancer et je ne m'arrête pas à des problèmes, là, à ces préoccupations-là. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas de difficultés, mais je peux admettre que dans certains milieux, là, ça peut être difficile pour certaines personnes, ça peut être difficile parfois. Mais il faut pratiquement avoir des œillères puis dire non, moi j'avance et puis je fais ce que j'ai à faire avec confiance. Et on voit que vous avez beaucoup de confiance. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais savoir, tu sais, c'est pas que des défis non plus, et on entend très bien aussi, d'après ce que vous venez de dire, que vous foncez, vous allez de l'avant, peu importe les obstacles qui sont présentés aussi. Donc, est-ce qu'il y a des points, contrairement à ça, qui vous avez particulièrement appréciés lors de votre implication, surtout en politique municipale? Bien, en politique,
En politique municipale, ce que j'ai beaucoup apprécié, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le contact avec les gens, avec les citoyens. J'adore ce contact-là. C'est le fait d'être directement impliqué dans le milieu, aller à la rencontre des gens dans des événements, voir leur bonheur ou parfois leurs inquiétudes et pouvoir répondre à ça. D'avoir des réponses parce que on peut avoir des réponses parce qu'on est tellement bien entouré par des gens qui ont de grandes qualifications techniques et scientifiques qu'on peut trouver des solutions. Puis en politique, on cherche toujours des solutions. Il y a des problèmes, il y a des solutions. Il y en a autant de solutions qu'il y a de problèmes. Et c'est cette recherche-là, moi, qui me stimule énormément, qui me rend heureuse et qui fait que tous les matins, je me réveille et je suis contente, très heureuse de faire ce que je fais. Puis le soir, j'ai l'impression d'avoir eu une journée. J'ai très certainement eu une bonne journée et je suis satisfaite de ce qu'on a accompli. Puis quand je dis le on, c'est qu'on travaille en équipe. Ce n'est pas une personne seule, c'est vraiment une équipe. Et ça, c'est important. Oui, merci beaucoup. J'aimerais revenir sur un petit point que vous avez soulevé en tout début de la réponse aussi. Vous avez dit que l'élément qui démarquait un peu l'expérience en politique municipale, c'est justement le contact avec la communauté. Mais là, comme vous savez, on est quand même dans un contexte particulier avec la pandémie. J'aimerais savoir un peu comment est-ce que ça a changé la façon que vous communiquez avec les personnes que vous représentez. Et est-ce que vous avez des idées ou des astuces ou des choses à partager justement pour maintenir ce contact-là dans un contexte qui est quand même très particulier? Bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des rencontres Zoom, par exemple. J'en fais tous les jours avec les citoyens, avec des organismes. Puis, je suis en lien aussi avec le monde municipal. C'est ça la beauté de la chose dans mon travail, c'est que je suis toujours en lien très étroit avec le monde municipal, avec les élus. Et ça se fait donc par les rencontres Zoom, par des appels téléphoniques, toutes sortes de conférences. Alors, les rencontres qu'on aurait habituellement en personne, on ne peut pas les avoir aujourd'hui. Depuis un an, mais la vie continue. La beauté de la chose, c'est qu'on a trouvé justement, là, vous parliez d'astuces. Alors, les astuces, bien, c'est la technologie qui nous permet de rester en contact, tout le monde. Puis, ce que je fais fréquemment aussi, là, c'est des petits appels, un appel téléphonique auprès des organismes, auprès des personnes que je peux sentir peut-être un peu plus fragile pour voir, bon, qu'est-ce qui se passe. Et bien, ça, c'est juste une question d'humanité aussi, là, d'appeler les gens, de voir comment ça se passe. Mais c'est de garder ce contact humain-là, même si ça se passe à travers une caméra ou un appareil de technologie, évidemment. Et puis, tout le monde s'adapte à ça. Mais exactement, comme nous, on se parle aujourd'hui au travers visioconférence avec d'autres personnes autour de notre table virtuelle aussi pour ces belles échanges. Donc oui, vous avez absolument raison aussi. On innove, on s'adapte et on continue à travailler, bien évidemment aussi. Hein, il faut continuer à avancer, à répondre aux enjeux, etc. Donc, sur ce, j'imagine qu'il y a des enjeux qui sont quand même très locaux aussi, que vous devriez travailler comme au niveau de la politique municipale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quels sont ces enjeux-là, vraiment locaux, de proximité aussi, qui se gèrent avec une politique municipale? Bien, des enjeux plus locaux. Bien, parlons par exemple du transport collectif et du REM de l'Est. Bien, ça vient répondre à des préoccupations que je connaissais lorsque j'étais mairesse, qui étaient bien, bien présentes. Et là, bon, j'ai la possibilité de mettre de l'avant des projets qui viennent répondre à ces préoccupations-là. Alors, ça m'amène évidemment à travailler avec le milieu municipal. La crise COVID qu'on connaît à l'heure actuelle
Des orientations gouvernementales sont données, bien sûr. Le premier ministre nous parle régulièrement, là. Il le faisait tous les jours jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais il nous envoie des messages. Mais en ce qui me concerne, j'ai des rencontres avec les élus municipaux de la région métropolitaine, de l'île de Montréal, à chaque semaine pour faire le point sur la situation et entendre les préoccupations, voir comment on peut régler certaines préoccupations, problèmes qu'il pourrait y avoir. Je disais qu'on est toujours à la recherche de solutions. Alors, tout n'est pas parfait, il faut régler les choses. Alors, c'est ce genre de situation-là avec lesquelles on compose. Et puis, j'ai assurément, dans mon rôle de ministre de la Métropole, j'ai à travailler avec les élus municipaux. Alors, c'est un dialogue constant que j'ai avec les élus pour qu'on puisse bien avancer ensemble. Merci. Donc, ouais, je comprends très bien que c'est un dialogue en continu et qu'il y a beaucoup de collaboration aussi avec les différents paliers du gouvernement pour s'attaquer à certains enjeux, dont la pandémie, mais aussi des enjeux plus locaux aussi. J'aimerais savoir un peu comment votre expérience en politique municipale vous a outillé ou préparé justement pour travailler à un autre palier du gouvernement, donc le provincial. Bien, en fait, lorsque j'ai choisi au départ le municipal, c'est que j'avais aussi un jeune garçon et je voulais rentrer le soir à la maison pour m'assurer que tout aille bien à la maison. Alors, je voulais faire de la politique, mais il fallait concilier le travail famille aussi. Ça, c'était primordial. Les choses ont fait que j'ai eu des dossiers très intéressants, j'ai avancé. J'avais une vision de l'aménagement du territoire et des préoccupations des citoyens. J'ai beaucoup appris à travailler avec l'administration, qui est une force. Et l'administration, ce qui est particulier, c'est que l'administration, là, si je peux me permettre d'expliquer la chose grossièrement, là, c'est une machine humaine qui peut fonctionner par elle-même, mais qui a besoin d'une orientation politique, qui est cette vision qu'on veut donner, cette impulsion qu'on veut donner. Alors, de par mes mandats au municipal, j'ai appris ce fonctionnement-là. Toujours éviter une chose importante, il faut éviter l'ingérence, parce que lorsqu'on est politicien, on n'est pas directeur de l'arrondissement, on n'est pas directeur de service, on donne des orientations et on fait le lien avec la direction qui va envoyer le message dans toute cette machine-là. Alors, j'ai appris comment tout ça fonctionnait très rapidement lorsque je suis arrivée en poste en 2010. Et ça, bien, ça m'a évidemment préparé à entrer au gouvernement du Québec et de pouvoir prendre les choses en main assez rapidement. Parce qu'il y a toujours un apprentissage à faire, là, puis on le constate. Là, il y a de l'apprentissage pour des gens. Là. On n'est pas politicien, mairesse, ministre. On apprend à l'être. Et puis, l'idéal, c'est de l'apprendre le plus rapidement possible parce qu'on n'a pas vraiment de temps à perdre. Il faut que les choses se fassent assez rondement. Oui, j'imagine, il n'y a pas beaucoup de pauses dans une vie d'une politicienne. Hein? Donc, on continue à avancer. Un petit rappel, je commence à voir qu'il y a des questions qui commencent à rentrer dans le chat et dans la question-réponse. Donc, je vous encourage à n'importe quel moment, justement, de poser vos questions. On arrive à la période de questions dans à peu près 5 minutes. Donc, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. J'aimerais revenir à un point que vous avez évoqué au tout début de votre réponse ici, le fait que vous avez un petit loup chez vous et que vous voulez être là le soir. Moi, j'ai participé à une rencontre en début de semaine avec la Fédération canadienne des municipalités, donc avec différentes mairesses.
et conseillère aussi. Et une des choses qui a été dit, c'est qu'il n'y a pas une femme qui est élue en politique, on élit toute sa famille, en fait, que ça implique la participation et l'apport de toute la famille, justement, pour permettre, premièrement, cette conciliation-là, qui est quand même assez difficile aussi. On sait très bien que les activités ne sont pas juste de 9 à 5, que les conseils d'arrondissement, les conseils municipaux sont souvent le soir aussi. Donc, j'aimerais vous écouter un peu plus. Comment est-ce que vous avez assuré cette conciliation-là? Parce que c'est vraiment une préoccupation et un frein parfois à des femmes qui voudraient sinon se lancer en politique. Vous avez totalement raison, c'est une décision familiale qui se prend. Il faut être appuyé, puis peu importe où on va en politique, il faut être appuyé par la famille. Si on ne l'est pas, ça ne va pas bien. L'avantage du municipal, c'est que justement, on rentre à la maison le soir. Et oui, c'est vrai que... Et ça a été ma surprise lorsque je suis arrivée, là, parce que Louise Arel m'avait dit « Inquiète-toi pas, tu vas rentrer le soir, là, tu finis pas tard, là, puis ça va bien aller. » Bon. Non, on termine, on peut être plus tard le soir. Oui, il y a les conseils d'arrondissement, conseils de ville, puis à la ville, bien, ça se termine à 10 h le soir, puis et puis au comité exécutif, il faut être là à 7h30 le matin, puis bon, alors ça peut être complexe. Il faut donc trouver l'équilibre, c'est essentiel de trouver un équilibre, il faut être bien appuyé par la famille. Puis moi, ben, ce que je faisais, c'était d'amener mon garçon à certains événements. Puis je me souviens, par exemple, là, un endroit où on allait, et c'était un voyage qu'on faisait, on allait au temple bouddhiste. Il y avait des événements, j'étais invitée comme mairesse et aller prononcer une petite allocution. Et c'était des gens, évidemment, asiatiques qui venaient de partout de la région de Montréal avec les moines bouddhistes et tout ça. Et les repas, le repas interminable avec des tables incroyables, des couleurs incroyables. On entrait dans ce temple et on était dans un autre pays. J'amenais mon jeune avec moi. Ce qui nous permettait ensemble de vivre ces moments-là. Puis, j'ai toujours été aussi beaucoup en lien avec les différentes communautés culturelles, donc avec la communauté asiatique ou avec la communauté noire ou avec la communauté italienne. Alors, par exemple, dans la communauté italienne, on était invités à leur grand repas, les danses et tout ça. Et puis, là aussi, c'était un voyage. Mais chez nous, ici, et avec mes concitoyens. Alors, c'était fantastique. Puis d'amener mon jeune avec moi, ben, c'était un beau moment qu'on pouvait passer ensemble. Puis lui a appris des choses aussi. Oui, effectivement, avec Concertation Montréal, j'ai mené le dossier du projet MTL, donc qui était plus sur les questions de participation publique et des femmes surtout. Et donc, j'ai aussi amené mon petit-fils à beaucoup de consultations publiques, séances du conseil et tout ça. Fait, la joke, c'est que c'est lui qui a pu poser plus de questions aussi au conseil municipal ou aux autres personnes aussi que la plupart de mes amis, en fait. Donc, des fois, c'est ça, il commence plus jeune, puis maintenant aussi, on parlait justement de ça à l'ère du numérique un peu, là, que tout se passe en mode virtuel à l'heure actuelle, mais ça permet aussi à plus de familles, en tant que famille aussi, de s'asseoir ensemble, d'écouter une séance du conseil, par exemple, pour apprendre un peu plus ce qui se passe dans nos quartiers respectifs et de poser des questions. Donc, justement, ça peut devenir un outil aussi pour la démocratie locale. Écoutez, je pense qu'on est prête pour la période des questions du public et je vois qu'on a quand même quelques questions qui rentrent. Donc, je vous encourage toutes et tous de continuer à mettre vos questions, s'il vous plaît, puis on va les lire. Et merci beaucoup, Mme Rouleau, pour toutes vos réponses jusqu'à présent aussi. Donc, première question du public, c'est quoi la vraie différence entre le rôle de maire ou mairesse et celui du conseiller? Bien, il est certain que lorsqu'on a un rôle
la mairie là, comme mairesse, la mairesse a un droit de regard là, et une obligation sur l'ensemble de l'organisation de l'arrondissement ou de la ville. Un droit de veto aussi et bon, un rôle de leader, c'est certain. Conseiller de ville, c'est un rôle très important aussi qui travaille des dossiers plus spécifiques, en fait, qui peut travailler des dossiers plus spécifiques dans son secteur. Puis il y a le rôle de conseiller d'arrondissement aussi, là, qui est plus lié à l'arrondissement, mais M. Alfaro-Clark pourra tout nous définir les responsabilités. Mais j'ai adoré être mairesse. C'était vraiment, ça a été une expérience extraordinaire pour moi. J'aime encore ce que je fais aujourd'hui comme ministre, là, mais j'ai adoré être mairesse. On peut apprécier plusieurs rôles, c'est bien correct. Donc, j'ai une petite deuxième question ici. C'est comment faire sa place dans certains partis qui visent, dans certains cas, à remplir des quotas au lieu de vraiment donner de la place aux femmes et à des membres de minorités? Bon, il y a souvent cette discussion-là sur les quotas, en fait, il y a des objectifs, là. Puis aujourd'hui, par exemple, c'est de dire aux femmes, présentez-vous en politique, venez. C'est pas de remplir un quota, mais c'est d'être plus nombreuses. Parce que plus on sera nombreuses au pouvoir, je pense, meilleures seront les décisions. Parce qu'on a une façon de prendre une décision. Peut-être qu'on arrivera à la même chose là, si c'était que des hommes qui étaient là. Mais le fait d'avoir plus de femmes donne une nouvelle dimension à la décision. Puis moi, ma théorie, c'est que les femmes ont une vision beaucoup plus périphérique. On dit que les femmes les mères là, ont les yeux tout le tour de la tête. Puis on n'a pas besoin d'être une mère pour avoir les yeux tout le tour de la tête. Mais ça fait partie de l'ADN des femmes de voir les effets collatéraux d'une décision qui n'était peut-être pas aussi bien calculée avant lorsqu'il n'y avait peu ou pas de femmes qui faisaient partie de cette décision-là. Alors, c'est ce que je crois fondamentalement. Puis moi, je suis pas tellement dans la discussion quota, puis il nous faut un nombre de pour être politiquement correct. Là. Je ne suis pas là, moi. On a besoin de plus de femmes. Venez, parce que c'est passionnant, ça vaut la peine, et on peut prendre des décisions extrêmement importantes pour aujourd'hui et pour l'avenir. Et l'avenir, c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants et des prochaines générations. Alors, c'est un milieu passionnant. Venez, 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 venez. Donc, c'est le message aujourd'hui. Venez, venez, venez. Lancez-vous, n'hésitez pas. C'est super. On a une prochaine question ici. Trouvez-vous que c'est difficile parfois de concilier vos propres opinions ou valeurs sur les enjeux dans votre comté et représenter les intérêts du parti politique auquel vous appartenez? Là, on parle de ligne de parti. Ça existe, la ligne de parti. C'est donc une opinion là, sur laquelle on base là, les actions gouvernementales. Il n'arrive pas très... En fait, ce que je dirais, là, c'est que dans les actions qu'on a à mener, dans la réflexion qu'on a à mener comme élu, comme politicien, il faut être en accord avec soi-même. Et tant qu'on est en accord avec soi-même et que
on peut suivre une ligne. Si un jour, on ne peut pas suivre la ligne, bien, on décroche. Mais il faut être en accord. Ça, c'est une recommandation, en fait, parce qu'en politique, on a à prendre des décisions tous les jours. Et au tout début de mon mandat, une personne d'expérience m'avait dit, Madame la mairesse, lorsque vous aurez à prendre des décisions, assurez-vous d'être toujours zen dans cette décision-là. Parce que si on n'est pas zen, il va arriver quelque chose. Puis on ne veut pas qu'il arrive quelque chose avec une décision. On veut que la décision puisse se dérouler et arriver à terme correctement. Alors, c'est plutôt en termes de... c'est pas d'être d'accord, de ne pas être d'accord avec une ligne, c'est d'être confortable comme personne avec cette orientation qui est donnée. Merci beaucoup pour cette réponse. C'est vraiment très intéressant. Puis c'est vrai, on doit être capable de dormir le soir aussi après les décisions qu'on prenne, qu'on appuie aussi. Donc, une prochaine question. À quel point croyez-vous que votre voix, vos perspectives et décisions sont tenues en compte dans la rédaction des lois, des politiques et des mandats proposés par votre parti et ou le gouvernement? Quand je me suis engagée en politique, ça a été pour avoir une voix. C'est ajouter ma voix à la décision qui se prend. Lorsqu'on est politicien, puis lorsqu'on fait partie, comme là, par exemple, au gouvernement, on est législateur, donc notre voix est importante, très importante. À titre de député, là, la voix est très importante. À titre d'élu municipal, ben, c'est tout aussi important. Et lorsque je suis allée au comité exécutif, qui est un travail passionnant ici, là, je peux vous assurer que ma voix était entendue. Et tout autant, si je peux me permettre, tout autant maintenant au Conseil des ministres. Super, on est content de l'entendre aussi, que votre voix est bien entendue aussi et que vous n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Donc, on sait aussi que l'accès au pouvoir vient avec des responsabilités et que vous avez justement, comme élu, vous êtes responsable pour toutes les personnes qui vous ont élu et les personnes que vous représentez. Donc, il faut quand même réfléchir à tout ce qu'on fait et tout. Donc, moi, j'ai entendu que c'est peut-être même plusieurs années, puis si je ne me trompe pas, c'est Justin Trudeau qui l'a dit. C'était sur la question de la parité en politique. Il a dit, si on veut qu'un homme se présente en politique, on a juste à lui demander, n'importe quel homme qui va dire « oui, bien sûr, je me lance ». Et pour des femmes, par contre, on arrive avec des femmes qui ont des résumés de 10 pages, des années d'expérience, de travail dans le communautaire, dans différents milieux, etc., doctorat, machin truc, là, et ces femmes-là sont comme « oh, ouais, je ne sais pas si j'ai les compétences, je ne sais pas si c'est moi qui devrais me lancer et tout ça ». Donc, on voit qu'il y a vraiment une différence entre je ne sais pas si c'est la volonté ou le réflexe des hommes versus des femmes de se lancer en politique. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour des femmes qui réfléchissent à la possibilité de se porter candidat, surtout pour cet automne? Je vous dirais, lancez-vous. N'hésitez pas. On a besoin de vous. Vous avez les compétences. Vous avez la volonté, vous avez les connaissances. Peut-être hésitez-vous parce que, comme Catherine, tu viens de le mentionner, bon, parfois, oh non, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas prête. Oui, vous êtes prête. Oui, vous êtes bonne. Oui, il faut venir en politique parce qu'il y a des décisions primordiales à prendre
et on doit participer à ces décisions-là. Si on n'est pas là, ben c'est le jeu de la chaise vide autour de la table. Si on n'est pas là, ben, il faut accepter la décision qui sera prise. Alors que si on est là, on a notre voix, on dit ce qui doit être, comment ça doit être. Puis je vous garantis que moi, l'expérience, là, ça fait déjà plus de 10 ans là, que je suis là. Je commence déjà à être une vieille politicienne. Là. Je me sens jeune encore, mais je suis déjà une vieille politicienne. En fait, avec une certaine expérience, je peux vous dire, vous garantir que vous êtes entendu lorsque vous entrez en politique. C'est là, c'est dans cette arène-là que les décisions se prennent et vous êtes entendu. Et puis là, on n'est plus à l'époque où il n'y avait pas de femmes ou qu'il n'y en avait qu'une ou deux ou trois. On est plus nombreuses. Alors, on a il n'y a plus de raison de ne pas entrer dans cette sphère extrêmement motivante, extrêmement nourrissante, stimulante. Il n'y a pas de raison pour y aller. Venez. C'est bien le message aujourd'hui. Et j'avoue que pour moi, ça me rassure en fait de vous entendre de votre témoignage et de parler comme ça aussi, le fait que vous vous lancez, vous êtes écouté. C'est vrai que ça donne, j'espère, le courage aussi à d'autres femmes qui sont autour de notre table virtuelle ici aujourd'hui. Donc, on a une prochaine question qui est: quelle est votre approche à trouver des solutions qui répondent adéquatement aux citoyens ou citoyennes que vous représentez? Bon, lorsque ça arrive tous les jours que des citoyens vont m'interpeller, bon, ils vont m'interpeller directement ou via mon équipe, là. La recherche de solutions, c'est d'analyser quelle est la situation. Lorsque un citoyen, une citoyenne a une problématique, c'est quelque chose qui peut se répéter ailleurs. Alors, on regarde cette situation-là, puis on regarde quelles sont les ressources qu'on a. Et les ressources, là, maintenant, j'ai des ressources gouvernementales. Je peux aussi aller voir au niveau municipal. Si c'est une question municipale, je vais aller voir les gens qui sont aptes à répondre et à aider. Si c'est au niveau gouvernemental, un règlement, une loi, un questionnement, une préoccupation, je vais aller directement auprès des ministères qui sont impliqués. Alors, c'est de voir quel est le problème, puis apparaît la solution. Je vais voir qui est capable de me donner les bonnes réponses. Puis, si jamais je n'obtiens pas de réponse pour X raisons, je vais continuer. Je vais continuer, puis je vais continuer le travail jusqu'à ce que j'obtienne une bonne réponse. Je suis un petit peu réputée pour ne pas lâcher le morceau. Bon, et comme on a dit avec Hillary Clinton, nevertheless, she persisted. Hein? Il faut continuer. On a le temps de prendre peut-être deux dernières questions. Donc, la prochaine question est: comment avez-vous choisi votre première équipe de campagne? Quels sont les éléments indispensables pour vous? En fait, l'expérience de ma première campagne m'a permis de mieux organiser ma deuxième campagne. Lorsque je me suis présentée la première fois, j'étais peu organisée, puis j'avais peu d'expérience. Alors, j'ai perdu cette première campagne-là. La deuxième, j'avais l'intention de la gagner. Alors, j'ai été chercher les ressources et j'ai pu convaincre les gens aussi là, que j'étais la meilleure personne qui pouvait répondre à leurs aspirations. Puis, ça a bien fonctionné.
faut bien s'entourer. Vous savez, il y a... j'écoutais une entrevue avec Sophie Brochu qu'elle a fait dernièrement, puis c'est une femme qui n'est pas en politique, mais qui a un rôle de pouvoir assez exceptionnel au Québec, là, et qui dit, ben, c'est l'équipe autour d'elle, et c'est de ne pas avoir peur d'avoir des gens plus compétents que soi. C'est d'aller chercher justement cette compétence. C'est ce qui nous rend meilleurs. Puis c'est le principe aussi dans la chaîne, ben, on est aussi fort ou forte que le maillon le plus faible. Alors, c'est ça l'importance de l'équipe. Puis je vous dirais qu'au fil du temps, ben, j'ai rencontré des gens qui se sont joints à moi, avec qui j'ai travaillé. À un moment donné, on se quitte pour X raisons, puis oups, ces gens-là reviennent. Ce sont des personnes qui apportent qui m'aident dans ma vision, dans mon travail. Alors, il y a comme cette chaîne-là qui se crée au fil du temps, qui permet d'avancer. Parce que c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas une personne seule, il faut avancer avec des gens qui sont convaincus qu'on va dans la bonne direction aussi, avec toute l'honnêteté, l'intégrité là, qui est nécessaire en politique aussi. Merci. Merci beaucoup. Oui, effectivement, même si vous êtes un peu le visage de la politicienne aussi, il y a toute une équipe derrière vous avec qui vous travaillez. Puis ce que vous avez dit, ça me fait penser aussi, je ne me souviens plus c'est qui l'a dit, mais en tout cas, c'est un entrepreneur qui a beaucoup d'argent, qui a dit on ne veut jamais être la personne la plus intelligente dans la salle. Donc, on veut toujours apprendre de notre entourage et avoir justement des choses complémentaires à amener à la table. Donc, dernière petite question, puis je vais vous demander de répondre assez rapidement aussi. Donc, très souvent, on entend les politiciennes dire que c'est difficile de cultiver la confiance parmi les communautés marginalisées pour demander leur soutien, leur vote, etc. Comment, en tant qu'élu municipal, avez-vous travaillé pour cultiver cette relation de confiance avec les communautés les plus marginalisées qui sont souvent mises de côté? Ben moi, le lien de confiance, c'est d'avoir une relation directe, de se parler. C'est la promiscuité avec les citoyens et peu importe leur état, leur niveau, c'est d'être à l'écoute. Alors, c'est surtout ça, c'est d'être très à l'écoute. Parfois, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Donc, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui pour la période de questions avec la ministre. Je vous rappelle par contre que dans la deuxième partie de notre événement aujourd'hui, on aura aussi une période de questions avec M. Alfaro Claire qui est du MAMACH. Donc, il va pouvoir répondre à d'autres questions que vous avez, par exemple, pour comment vous lancer en politique municipale, ça ressemble à quoi? Donc, j'aimerais sur ce vous remercier vraiment beaucoup, Madame Rouleau, de votre franchise, de votre ouverture à partager votre parcours personnel en politique avec nous aujourd'hui. Nous savons, comme toute bonne féministe aussi, que le personnel est politique et dans votre cas, c'est encore plus vrai. Donc, vraiment, un gros merci de notre part. Donc, c'est ça, comme je vous ai dit, on va passer à la pause dans 2 petites minutes. Donc, si vous voulez vous étirer ou chercher un verre d'eau, on va aussi remettre à l'écran la petite vidéo qu'on avait mis en début de session de Concertation Montréal pour ceux et celles qui l'ont peut-être manqué en début d'événement. Puis après la pause, on revient avec la présentation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui va vous donner des réponses à les questions qui circulent sûrement dans vos têtes maintenant. C'est la politique m'intéresse, mais par où commencer pour me lancer? Donc, on se voit ici dans 2 petites minutes. Merci.
Rebonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette deuxième partie de notre événement aujourd'hui, les rendez-vous CMTL, les femmes en politique municipale. Donc, tout comme la première partie, nous aurons une présentation suivie par une période de questions. Donc, je vous invite à continuer à poser vos questions dans la boîte à questions que vous allez trouver dans le bas de votre écran. Et si jamais vous voulez réagir aussi à ce que vous voyez dans la présentation, n'hésitez pas à partager vos réactions dans le chat. J'aimerais aussi remercier mon collègue Mathieu qui est ici avec nous, qui aide à gérer à la fois le chat et la boîte à questions. Donc, merci beaucoup et merci à vous toutes et tous aussi pour vos questions qui étaient vraiment très, très, très pertinentes et super intéressantes. Donc, j'ai maintenant l'honneur de vous présenter M. David Alfaro-Clark, qui est urbaniste et conseiller en aménagement du territoire et aux affaires municipales. Bienvenue, M. Alfaro-Clark. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci, Catherine, pour l'introduction. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Mme Rouleau pour nous avoir partagé son parcours et ses expériences. C'était très intéressant et j'espère que ça va aider d'autres femmes à faire leurs réflexions et peut-être, on l'espère, faire le saut. Alors, après cette perspective plus personnelle, je suis ici pour vous partager des informations pratico-pratiques au sujet des municipalités, au sujet des élus municipaux, de leur rôle, de leur travail, et aussi sur comment on fait pour se présenter au niveau municipal. On peut commencer le PowerPoint. Et deuxième diapo. Alors, comme Catherine a mentionné au début, cet événement est organisé dans le cadre de la campagne « Je me présente », une campagne du ministère des Affaires municipales, qui a comme objectif de mieux informer les citoyens au sujet des élections, d'encourager les citoyens à s'engager et ultimement susciter plus de candidatures pour avoir une démocratie municipale plus dynamique. Et plus particulièrement, le ministère s'est fixé l'objectif d'encourager plus de candidatures de femmes. Comme la ministre Rouleau a mentionné, le portrait s'est amélioré au fil du temps. Il y a de plus en plus de femmes élues. En fait, chaque élection, il y a plus de femmes élues que lors des élections précédentes, mais on n'a toujours pas atteint la parité. En ce moment, à l'échelle du Québec, on a 32% de femmes chez les élus municipaux. Puis au niveau de Montréal, l'île de Montréal, on fait un peu mieux. On est à 41%, mais il reste quand même du chemin à parcourir avant de pouvoir dire que les femmes occupent vraiment la place qui leur revient en politique municipale. Prochaine diapo. Puis, donc, la présentation aujourd'hui, je vais commencer en vous parlant du rôle du conseil municipal et des élus municipaux. Puis ensuite, je vais vous donner quelques informations un peu plus techniques sur le processus pour se présenter, pour occuper un de ces postes. Alors, tout d'abord, commençons avec l'essentiel. Qu'est-ce qu'une municipalité? Fondamentalement, c'est le palier du gouvernement le plus proche du citoyen qui a la responsabilité de fournir des services à l'échelle locale. On peut avancer de diapo aussi. Ah oui. Donc, il y a beaucoup de municipalités au Québec. Il y a des villages avec moins de 100 résidents, puis à Montréal avec plus que 1,7 million de résidents. Donc, il y a toutes sortes de réalités, toutes sortes d'enjeux différents et de capacités d'intervenir différents. Mais ce que les municipalités ont tout ensemble, tout en commun, c'est qu'ils ont la responsabilité d'organiser les services publics de la vie quotidienne, beaucoup de services de la vie quotidienne. Donc, on peut penser à l'entretien des rues, on peut penser à l'eau potable, on peut penser à la collecte des déchets, du recyclage, les transports, dont les transports en commun. Puis aussi les bibliothèques, la culture, les loisirs. Donc, il y a énormément de services que les citoyens utilisent qui, en fait, sont organisés par les municipalités. Alors, même si les débats aux conseils municipaux sont moins médiatisés que les débats à l'Assemblée nationale ou au Parlement fédéral, les municipalités ont un grand impact sur la vie des citoyens. Donc, concrètement, comment est-ce qu'une municipalité est gérée? C'est le conseil municipal qui est l'instance responsable de la gestion de la municipalité. Donc, c'est le conseil qui détermine la vision, qui fixe les orientations, qui adopte le budget, qui autorise les dépenses, qui vote les règlements,
les règlements municipaux qui adoptent des plans différents. Donc, ça peut être les immobilisations, donc les bâtiments, les infrastructures, le plan d'urbanisme. Donc, le tout à l'intérieur des compétences prévues dans la loi. Ça, c'est une précision importante à dire. C'est que les municipalités, ce n'est pas un palier complètement souverain. Les municipalités ont les pouvoirs que l'Assemblée nationale du Québec les donne. Alors, Catherine. Merci beaucoup, David. Parfois, c'est super important juste de prendre une petite pause puis de dire, OK, là, on parle de politique municipale, mais concrètement, qu'est-ce que c'est une municipalité? Qu'est-ce que ça fait, etc. Donc, merci d'avoir présenté justement un peu les responsabilités de ce que ça fait. Donc, j'aimerais savoir, puis c'est une question qui a été posée en début de séance aussi, qui compose le conseil municipal? Quels sont les rôles, les responsabilités des élus municipaux? Oui. Bien, tout d'abord, il faut dire que les élus, ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens qui décident de se lancer et qui passent par une élection et qui, par la suite, sont soit maire, mairesse, soit conseiller municipal, conseillère municipale. Donc, il y a fondamentalement deux types d'élus. Donc, on peut commencer avec le maire ou la mairesse. Donc, c'est un membre du conseil comme les autres, mais il a des responsabilités qui lui sont propres. Surtout, et Mme Rouleau en parlait un peu durant sa présentation, le maire, la mairesse a un rôle de surveillance et de contrôle sur les services municipaux. Donc, ce n'est pas son rôle de vraiment s'ingérer dans le détail des dossiers. Ce n'est pas le maire qui va décider si on donne un permis de construction ou si ce n'est pas lui qui fixe l'horaire de travail des cols bleus, mais il a une sorte de droit de regard sur l'organisation du travail, puis c'est lui qui assure que les décisions qui sont prises au conseil, qui sont mises en œuvre par la municipalité. Donc, on peut avancer de diapo aussi. C'est ça, c'est le maire. Donc, puis aussi, officieusement, c'est sûr que le maire, étant donné qu'il est élu par l'ensemble de la population, il a souvent, il joue un rôle de leadership, donc il propose des priorités, il propose une vision, propose peut-être des règlements, mais ultimement, c'est le conseil dans son ensemble qui décide. Ce qui m'amène à l'autre catégorie d'élus, c'est les conseillers municipaux et les conseillères municipales. Donc, et c'est les autres membres du conseil. Ils ont avant tout la responsabilité de participer aux séances du conseil, à prendre des décisions en pensant à l'intérêt public de la municipalité. Donc, les conseillers sont aussi élus dans des districts, du moins c'est le cas pour toutes les municipalités sur l'île de Montréal. Donc, ils ont aussi un rôle de représentation. Donc, ils doivent porter la voix des citoyens d'un certain quartier et assurer que les intérêts de ce quartier sont pris en compte lors des décisions. Donc, il y a une sorte d'équilibre à faire pour le conseiller entre son rôle d'être une sorte de fiduciaire pour l'ensemble de la municipalité et aussi un rôle de représentation. Et contrairement aux maires et mairesses, il faut dire, le pouvoir des conseillers se limite à la participation aux séances du conseil. Donc, à l'extérieur des séances, les conseillers n'ont pas de pouvoir formel. Donc, ils ne peuvent pas donner des directives aux fonctionnaires, par exemple. Il n'y a aucune autorisation qui dépend d'un seul conseiller. Et prochaine diapo. Donc là, ce que je viens de dire, c'est le cadre général qui s'applique au Québec. Mais à Montréal, étant donné que c'est la plus grande ville du Québec, il y a une gouvernance un peu particulière, une gouvernance qui lui est propre. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de faire une présentation sur toute la gouvernance, parce que vraiment, ça pourrait être une présentation en soi, mais juste quelques grandes lignes des particularités de Montréal. Bien, tout d'abord, le plus important, c'est que la ville de Montréal est divisée en arrondissements. Donc, il y a la grande ville de Montréal et il y a 19 arrondissements. Et les arrondissements ont la responsabilité de gérer des services vraiment de proximité. On peut penser à l'entretien du parc au coin de la rue, aux loisirs qui sont organisés dans le centre communautaire du quartier. Et donc, cette division en deux paliers a un impact sur les conseils. Il n'y a pas juste un conseil municipal à Montréal. Il y a le conseil de la ville de Montréal, puis il y a un conseil pour chaque arrondissement. Puis il y a aussi un troisième conseil, on en entend beaucoup moins parler, c'est le conseil d'agglomération. Très brièvement, à Montréal, il y a une autre particularité, c'est que la ville de Montréal fournit certains services pour l'ensemble de l'île de Montréal, y compris les municipalités de banlieue. On peut penser, par exemple, à la police, c'est l'SPVM pour toute l'île, transport en commun. Donc, pour ce genre de dossier, il y a un conseil spécial où il y a des représentants qui viennent de la banlieue, en fait,
pour qu'ils participent à ces décisions-là. Mais il n'y a personne qui est élu spécifiquement au conseil d'agglomération. Ce sont tous des conseillers municipaux ou des maires qui sont élus ailleurs, puis qui, pour certaines décisions, ils mettent un chapeau agglomération. Et donc, étant donné cette organisation spéciale à Montréal, il y a des types d'élus qui existent à Montréal, qui n'existent pas dans la plupart des municipalités. Madame Rouleau en parlait un peu. Donc, il y a les maires, mairesses d'arrondissement. Donc, il n'y a pas juste la mairesse de Montréal, il y a aussi chaque arrondissement qui a un maire. Puis, il y a aussi certains conseillers, les conseillers d'arrondissement qui siègent uniquement au niveau de leur arrondissement. On peut avancer. Donc, juste un mot sur le directeur général ou la directrice générale. C'est une autre personne clé qui n'est pas une élue, mais qui est très importante dans l'organisation d'une municipalité. Donc, c'est le DG, c'est le fonctionnaire principal. C'est lui qui est au sommet de l'organigramme un peu comme Mme Rouleau disait, la machine, c'est la bureaucratie. Donc, il soutient la prise de décision des élus, mais il est aussi ultimement responsable d'organiser la mise en œuvre de ce qu'il décide au niveau de la fonction publique de la municipalité. Prochaine diapo. Donc, ici, c'est un organigramme d'une municipalité locale régie par la loi sur les cités et villes. Comme je disais, à Montréal, c'est pas mal plus complexe, mais ça donne une idée. Puis, ce qu'il faut retenir surtout, c'est la distinction entre la dimension politique et la dimension administrative. Madame Rouleau en parlait un peu aussi, où il y a le côté politique, où c'est les élus qui fixent une vision, qui adoptent des orientations et qui prennent les grandes décisions. Puis ensuite, il y a l'administratif, on peut dire la machine ou la bureaucratie. C'est vraiment la municipalité comme corporation qui fournit les services et qui applique les décisions que les élus votent. Et c'est le maire et le directeur général ou la mairesse et la directrice générale qui est un peu comme le socle, qui assure le lien entre ces deux dimensions. Donc, le fonctionnement du conseil municipal, puis à Montréal, c'est le cas que ce soit le conseil de ville, le conseil d'arrondissement. Le conseil municipal doit se réunir lors d'une séance ordinaire par mois, une fois par mois. Il y a aussi des séances extraordinaires qui peuvent être convoquées pour voter pour prendre une décision en particulier. Le conseil municipal peut créer des comités ou des commissions. Donc, il y a certains qui sont prévus par la loi. On peut penser au comité consultatif d'urbanisme qui font des recommandations au conseil municipal sur des projets, certains types de permis, sur des projets urbanistiques. Il y a aussi des commissions qui sont créées par les municipalités, créées par le conseil municipal. À Montréal, par exemple, il y a des commissions thématiques permanentes, commission de l'environnement, commission des transports, qui aussi jouent un rôle de recommandation. À Montréal, autre particularité, il y a un comité exécutif qui est une sorte de conseil des ministres municipal. Ce n'est pas exactement ça dans la loi, mais c'est une sorte de comité qui prépare les dossiers avant qu'ils passent au conseil municipal et qui peut aussi voter certains contrats sans que ce soit l'ensemble des élus qui votent là-dessus. Surtout qu'à Montréal, il y a un grand volume de dossiers différents. Et donc, ça va amener à la deuxième partie de notre présentation. Puis, pour que la démocratie municipale fonctionne, ça prend des personnes, ça prend des citoyens qui s'engagent, qui tiennent à cœur le développement de leur municipalité, qui tiennent à cœur la démocratie municipale. Et là, on va vous parler concrètement, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, c'est quoi les étapes pour présenter votre candidature et devenir vous aussi mairesse ou conseillère municipale. Merci beaucoup, M. Ferro-Clark. C'est vraiment riche en termes d'informations pour essayer de démystifier tout ce qui est les responsabilités, l'organigramme d'une ville, surtout une ville comme Montréal. Comme vous avez bien dit, c'est aussi complexe. Donc, avant de bien connaître les différentes étapes, justement, pour se lancer en politique, on a une petite question de base. Qui peut devenir élu? Donc, qui peut se lancer en politique? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce qu'il y a certaines exigences à respecter? Donc, si vous pouvez nous parler un peu de ça, ça va nous aider aussi à juste cocher la petite case pour dire, OK, on est éligible, on peut aller plus loin. Oui, tout à fait. Donc, quelqu'un qui veut se présenter doit se poser quelques questions pour voir si on est éligible ou doit avoir certaines qualités pour être éligible. Tout d'abord, premièrement, il faut être électeur de la municipalité où on souhaite se présenter. Deuxièmement, il faut être résident de la municipalité depuis au moins 1 an.
Et troisièmement, il ne faut pas être inéligible pour des raisons spécifiques prévues dans la loi. Et ça, je vais en parler en un peu plus de détails. Donc, tout d'abord, sur la question d'être électeur, donc d'avoir le droit d'être inscrit sur la liste électorale. On peut avancer de la prochaine diapo. Il faut, pour être électeur, il faut être majeur le jour du vote, donc avoir 18 ans. Cette année, c'est le 7 novembre, le jour du vote. Il faut être citoyen canadien. Il ne faut pas être sous curatelle. Donc, curatelle, c'est quand un tribunal décide qu'une personne n'est pas apte à prendre ses décisions, ses propres décisions, par exemple, pour une question de santé mentale. Il faut aussi ne pas avoir été reconnu coupable d'une fraude électorale, donc depuis une certaine date, depuis 2016. Puis deuxièmement, il faut être soit domicilié dans la municipalité où on veut se présenter, c'est-à-dire d'être résident, d'avoir sa résidence permanente dans la municipalité, ou propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement d'entreprise. Donc ça, c'est une particularité au niveau municipal, où en fait, on peut être électeur dans une municipalité où on n'habite pas à l'année, mais où on est propriétaire. Donc, l'exemple classique, c'est un propriétaire de chalet, en fait. On peut être électeur dans une municipalité où on est propriétaire d'un chalet sans nécessairement que ce soit la résidence principale. Donc, deuxième point, donc la question, il faut résider de façon continue ou non le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois à la date de la publication de l'avis d'élection. Donc, ce n'est pas le jour du vote, c'est vraiment le début du processus électoral, donc normalement quelque part fin septembre. Et troisièmement, il ne faut pas être inéligible. Donc, la loi prévoit certains cas où on ne peut pas se présenter. C'est surtout pour des raisons professionnelles, donc des fonctions professionnelles. Donc, notamment, les fonctionnaires de la municipalité ne peuvent pas se présenter. Il y a aussi certaines, disons, des irrégularités électorales. Donc, si, par exemple, on a une dette qu'on a contractée lors d'une campagne qu'on n'a pas remboursée, si on n'a pas produit des rapports financiers, après avoir fait une campagne, bien ça peut être une autre raison. Et finalement, il y a la question du cumul des fonctions. En fait, on ne peut pas être élu dans deux municipalités en même temps. Alors, on peut aller à la diapo suivante. Et Catherine. Merci beaucoup. Donc maintenant, on comprend un peu mieux la structure municipale. Avec la présentation inspirante de Mme Rouleau, on a de l'intérêt pour se lancer en politique. Maintenant, avec ce que vous venez de nous présenter, on sait qu'on est éligible pour le faire, mais concrètement, quelles sont les prochaines étapes pour lancer son parcours? Oui, bien, déjà, on connaît les dates clés du calendrier électoral. Tout d'abord, il va y avoir une période de dépôt des déclarations de candidature, donc fin septembre, début octobre. Ça ferme, la période de dépôt des candidatures ferme le 8 octobre. Il va y avoir, après, le vote par anticipation, obligatoirement le 31 octobre, mais il peut y avoir une deuxième journée le 1er novembre aussi. C'est le cas à Montréal, par exemple. Puis ensuite, il y a le jour du scrutin, donc le vote officiel, qui est le 7 novembre. Là, je dois faire une mise en garde. Dans le contexte de la pandémie, il risque d'y avoir des modalités particulières cette année. Ce n'est pas encore officiel, mais très probablement, ce qui va arriver, en fait, c'est qu'il va y avoir plus de jours de vote pour réduire, éviter la congestion dans les bureaux de vote. Il va y avoir probablement pour certaines personnes la possibilité de voter par correspondance, donc par vote postal. Pas pour tout le monde, mais par exemple pour les personnes avec des problèmes de santé ou des personnes qui habitent une résidence pour personnes âgées. Donc, il y a certains éléments qui vont être à suivre. Donc, prochaine diapo. Donc, juste un mot sur le président d'élection. C'est la personne, ou la présidente d'élection, c'est la personne qui a la responsabilité d'organiser vraiment la logistique de l'élection municipale au niveau local. Dans la loi, c'est le greffier ou la greffière de la municipalité qui a ce rôle-là. Donc, pour les candidats, c'est à cette personne-là que vous déposez vos déclarations de candidature. C'est aussi une personne auquel vous pouvez poser des questions sur les logistiques. Et aussi à Montréal, il existe un bureau qui s'appelle Élections Montréal, qui est chargé de l'organisation de l'élection. Donc, prochaine diapo. Donc, concrètement, la démarche à suivre pour déposer la candidature, en fait, c'est assez simple. Il faut remplir une déclaration de candidature, c'est une formulaire. Et il faut aller chercher des signatures ensuite. Et enfin, finalement, il faut déposer le tout au bureau du président d'élection. Donc, au sujet des signatures,
Le nombre qu'il faut varie dépendamment de la municipalité et le poste qu'on vise. Ça varie entre 5 signatures et 200 signatures. On peut avancer à la prochaine diapo. Dans un tableau des signatures. Donc, mais encore une fois, dans le contexte de la pandémie, c'est un autre élément qui pourrait être modifié. Donc, il y a une possibilité que le nombre de signatures soit revu à la baisse. C'est un autre élément qui va être à suivre. Alors, prochaine diapo. Donc, quand on décide de se présenter, il y a une question fondamentale qu'il faut se poser. Est-ce que je me présente comme candidat indépendant ou est-ce que je me présente avec un parti politique où il existe aussi ce qu'on appelle une équipe dans les plus petites municipalités? Donc, si on décide d'être candidat indépendant, c'est un peu plus simple. En fait, on organise sa propre campagne. Puis, on peut décider de soit faire une campagne avec contribution et dépenses électorales. Donc, si on veut mettre des pancartes, imprimer des dépliants. On peut aussi faire une campagne sans contribution ni dépenses. Donc, si on veut faire des dépenses et aller chercher des contributions aussi, et on habite une municipalité de plus de 5 000 habitants, évidemment, c'est le cas de la Ville de Montréal, c'est le cas de la plupart des banlieues aussi, il y a certaines autorisations qu'il faut aller chercher. On peut avancer de diapo. Prochaine diapo. Voilà. Donc, il faut en fait nommer ce qu'on appelle un représentant officiel et un agent officiel. Donc, c'est des personnes qui ont la responsabilité d'aller chercher des contributions et d'autoriser des dépenses. Et tout ça, c'est très encadré par le directeur général des élections du Québec. Il y a des formations qui sont offertes et des guides. Donc, c'est une particularité si on veut faire des dépenses. Donc, toute la question des partis politiques et des équipes, bien, tout d'abord, les équipes, ça existe juste, on peut avancer à la prochaine diapo. Les équipes, ça existe juste dans les municipalités de moins de 5 000 habitants, puis c'est essentiellement une étiquette sur le bulletin. Donc, vous organisez quand même votre propre campagne. Dans les autres municipalités, donc les plus grandes municipalités, il peut y avoir des partis politiques. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la campagne, il y a le parti politique, normalement, il y a une campagne commune, peut-être une plateforme commune, mais surtout au niveau logistique, un parti politique, on peut avancer de diapo, un parti politique sert à centraliser toute la question des finances. Donc, c'est le parti qui va aller chercher du financement, c'est le parti aussi qui va autoriser les dépenses. Mais dans tous les cas, les prochaines diapos, il y a des obligations que tous les candidats doivent respecter. Il y a un encadrement du montant des dons. Donc, il y a un montant maximal. Il y a aussi les dons, il faut que ça vienne de personnes physiques, d'individus. Ça ne peut pas être une entreprise ou une association. Il y a des obligations en termes de divulgation des contributions et aussi en termes il faut faire un rapport des dépenses électorales. Donc, prochaine diapo. Donc, oui, dans presque tous les cas, il faut faire un rapport des dépenses électorales. On peut avancer encore une fois. Donc, Catherine, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on sait qu'on a l'intérêt, on comprend la structure, on sait qu'on est éligible, on sait comment se lancer en politique, on est élu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui, bien, tout d'abord, vous allez prêter serment dans les 30 jours suivant l'élection. Donc, ça veut dire que vous allez accéder officiellement au poste. Puis, il y a certaines obligations qui suivent. Donc, il faut déclarer vos intérêts pécuniaires. C'est déclarer vos avoirs pour des questions de conflit d'intérêts. Il y a aussi des obligations en termes d'éthique et de déontologie. Il y a une formation à faire. Puis aussi, on peut avancer de diapo. Donc, ça pose la question aussi du traitement, donc du rémunération des élus. Donc, il y a une rémunération associée au poste, donc une sorte de salaire et aussi une allocation de dépenses. Tout ça est encadré par la loi, mais les montants en tant que tels sont fixés au niveau de la municipalité. Donc, il faut voir chez votre municipalité concrètement quelles sont les conditions. Il y a aussi la possibilité pour les municipalités d'adhérer à un régime de retraite et aussi la possibilité d'avoir un congé parental. Et ça, c'est relativement nouveau que ça existe. Et il y a des possibilités pour avoir du soutien. Tout d'abord, il y a des formations qui sont organisées notamment par les associations municipales, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec. On peut aussi s'adresser au directeur général de la municipalité qui a aussi la responsabilité d'offrir du soutien aux élus. Là, je viens de vous donner beaucoup d'informations, mais c'est vraiment
l'idée, c'est de vous donner un survol, un tour d'horizon de ce qu'il faut avoir en tête si vous songez à vous présenter. On va prendre des questions sous peu, mais je voulais juste partager quelques ressources pour plus d'informations. Tout d'abord, il y a le personnel électoral de votre municipalité. À Montréal, Élections Montréal. Dans les municipalités de banlieue, c'est le greffier ou la greffière. Il y a aussi le ministère des Affaires municipales. Donc, vous pouvez vous adresser à nous, la direction régionale, puis on va vous donner les coordonnées sous peu. Il y a aussi le site Internet du ministère, le site général, qui a certaines informations sur le rôle des élus. Il y a aussi le rôle des municipalités. Il y a aussi, on a mis en ligne un site web spécifiquement pour les élections, électionsmunicipales.gouv.qc.ca, qui a plus d'informations pour les candidats ou les candidats potentiels, les gens qui songent à devenir candidats. Et il y a aussi le site d'Élections Québec, du directeur général des élections, qui a beaucoup d'informations sur, surtout plus le côté finance, donc la question des contributions et des dépenses électorales. Donc, on peut avancer de diapo. Donc, la direction régionale, c'est une des possibilités qui s'offrent à vous pour plus d'informations. Prochaine diapo. Donc, pour Montréal, c'est ce qu'on appelle le secrétariat à la région métropolitaine. Et moi, je suis employé du secrétariat. Donc, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. C'est surtout par courriel, en fait. Étant donné la pandémie, on est majoritairement en télétravail. Donc, métropole@mamache.gouv.qc.ca. Puis, on peut répondre à vos questions. Alors, ça termine la partie présentation. Donc, on peut prendre des questions maintenant. Oui, il y a plusieurs guides et documents qui sont en ligne que vous pouvez utiliser. Mais merci beaucoup, M. Alfaro-Clark. C'est vraiment riche en termes d'informations. Vous avez vraiment présenté beaucoup de contenu. Donc, sur ce, je pense qu'on a peut-être suscité un peu d'intérêt. Quelqu'un nous a demandé si c'est possible d'avoir une copie de votre PowerPoint qui pourrait être partagée par la suite. Est-ce que c'est disponible? En principe, on n'est pas supposé le partager, mais comme je disais, on est très disponible pour répondre à des questions. Donc, je vous encourage à nous écrire. Je vais aussi, petite astuce qui va rester entre nous ici. Notre conversation est enregistrée et sera mise sur notre chaîne YouTube de Concertation Montréal. Donc, vous pouvez revoir la présentation et les diapos. Je n'en dirai pas à personne. On a quand même quelques petites questions qui ont rentré. On a peu de temps par contre, donc je vais vous demander d'être assez direct dans vos réponses si possible, M. Alfaro-Clark. Donc, première question, quand vous dites que les débats municipaux ne sont pas aussi diffusés dans les médias que les débats provinciaux ou fédéraux, c'est marquant parce que justement, la politique municipale, c'est ce qui touche les citoyens et citoyennes les plus directement. Comment pensez-vous que les municipalités et les conseils doivent se mettre de l'avant pour reprendre un peu cette importance que les médias ne leur accordent pas actuellement? Oh, c'est une question difficile. Je pense que, effectivement, je suis tout à fait d'accord que les municipalités, c'est tellement fondamental dans la vie des gens. Tu sais, si on sort de notre porte, la rue devant nous, c'est la municipalité qui est responsable de l'entretenir. Les déchets au trottoir, c'est la municipalité. L'autobus qui passe, c'est la municipalité. Donc, c'est vraiment fondamental dans la vie des gens. Je pense qu'il y a peut-être une question de juste le nombre de municipalités. C'est sûr qu'à Montréal, la politique municipale a un peu plus de couverture dans les médias. Mais c'est sûr que si on habite Montréal-Ouest ou Senneville, c'est un peu plus difficile. Puis il y a toute une crise au niveau des médias locaux. Donc, je pense que les municipalités doivent être créatives, puis les élus municipaux aussi, pour aller envers les citoyens et leur informer du travail de la municipalité et des dossiers qui sont devant la municipalité. Merci beaucoup. Donc, une deuxième question qui dit, en sachant que les jeunes Montréalais et Montréalaises âgés de 18 à 30 ans sont très impliqués dans les organisations et mouvements communautaires, mais n'ont pas beaucoup d'intérêt ou de connaissances sur les processus démocratiques au niveau municipal, comment aller chercher leur attention et stimuler leur engagement au niveau de la politique municipale? Oui, c'est tout un défi. Je parlais au début de ma présentation de
l'objectif du ministère d'avoir plus de candidates femmes pour les élections municipales, mais il y a aussi un enjeu de sous-représentation des jeunes. Donc, le ministère est en train d'organiser des événements spécifiquement à l'intention des jeunes. Puis ici, au niveau local, on regarde avec les partenaires pour organiser quelques événements pour les jeunes spécifiquement. C'est sûr que ça reste un défi. Et je n'ai pas de solution simple, mais on est bien conscient de l'importance pour les jeunes. Et encourager les jeunes à se lancer en politique aussi, c'est super important d'avoir des jeunes, les voix des jeunes aussi autour de la table. Donc, la dernière question qu'on va pouvoir prendre aujourd'hui, en fonction du temps, et heureusement, c'est une question de oui ou non. Donc, la question est, si, par exemple, je dépense de l'argent maintenant pour annoncer ma candidature, est-ce que c'est considéré comme une dépense électorale? Oh, c'est une bonne question. À chaud, je ne suis pas certain à 100%, mais je crois que non. On n'est pas encore, il y a ce qu'on appelle période électorale, qui est plus proche, c'est une période précédant les élections de, je crois que c'est 30 jours. Pour le moment, en ce moment, il n'y a pas de dépenses électorales formelles en tant que telles. Mais ça, c'est une question que je vous encourage à regarder du côté d'Élections Québec, du directeur général des élections, qui a mis en ligne des guides sur toute la question des contributions et des dépenses électorales. Merci beaucoup. Et ceci conclut notre événement Rendez-vous CMTL, la place des femmes en politique municipale, une présentation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, un gros merci à nos invités, Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, et M. David Alfaro-Clark. Merci aussi à tous ceux et celles qui nous écoutaient, qui ont partagé leurs réflexions et ou les questions par écrit. C'était vraiment riche comme échange. Je suis certaine qu'il y en a parmi nous qui vont maintenant passer leur week-end en train de réfléchir à leur campagne électorale.